Dans cette vidéo, nous allons voir 5 conseils pour bien travailler vos morceaux dès aujourd'hui. Le premier conseil pour travailler efficacement, c'est de commencer par déchiffrer l'ensemble du morceau pour avoir une idée globale. Donc là, je vais commencer par enchaîner l'ensemble du concerto de Prokofiev que je commence à déchiffrer. Non, je plaisante. Et c'est important de commencer par voir l'ensemble d'une pièce avant de commencer à s'y immerger. Un peu comme on teste l'eau du bain avant de s'y mettre. Là, c'est pareil, on veut vraiment savoir dans quoi on s'immerge avant de s'immerger. Parce que commencer par les détails avant d'avoir une vision globale, c'est vraiment prendre les choses à l'envers. Et quand on fait cette lecture de la pièce entière, qu'elle soit courte ou longue, ce qui est important, c'est de mettre une petite croix dans la marge. C'est ce que font beaucoup les musiciens d'orchestre, surtout quand ils n'ont pas beaucoup de temps pour une série, où il faut présenter une partition qu'ils n'ont peut-être jamais jouée, un opéra, une symphonie. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont jamais travaillé, donc tout de suite, à la première répétition, où ils ont l'occasion d'enchaîner le tout, si des fois un petit passage délicat nous a échappé, c'est pareil quand on travaille des choses solistes et non pas orchestre, c'est le même principe de vraiment mettre tout de suite quand on travaille, de se dire ah ce passage est délicat pour le rythme, pour les notes, il y a beaucoup de difficultés techniques, ou c'est un passage qui est plutôt rapide, ça se voit en général parce qu'il y a beaucoup de noir, en général c'est visible, mais d'autres fois, visuellement ça n'a pas l'air très difficile, mais une fois qu'on s'y met, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés, et on se rend compte de ça dans les concours d'orchestre, quand ils proposent un trait. Parfois on se dit bah, ça n'a pas l'air bien méchant, et une fois qu'on commence à le travailler, on comprend pourquoi. Parce que c'est très délicat au niveau de la justesse, ou au niveau des démanchés, ou bien ça tombe très mal sous les doigts parce que c'est écrit par un compositeur qui n'est pas violoniste, comme Brahms par exemple. Des fois il faut faire des quintes, avoir le doigt sur les deux cordes en même temps, faire des extensions, des choses qui au piano sont sans problème parce qu'il était pianiste. Et donc finalement il y a ce trait à travailler, et on se demande pourquoi on nous le propose, et simplement parce qu'il est très gauche, et c'est pas facile de trouver un bon doigté pour ce genre de choses. Et une fois qu'on a effectué ce travail préliminaire de jouer la pièce de bout en bout, avec les petites croix dans la marge si besoin, là, on peut commencer à passer à la deuxième étape du processus diabolique. Enfin non, en fait, du processus tout court. Le deuxième conseil pour travailler efficacement, c'est de travailler les parties séparément. Parce qu'une fois maintenant qu'on a lu l'ensemble de la pièce, qu'on a déchiffré, et qu'on a mis les petites croix, on sait exactement où sont les passages les plus difficiles. Encore une fois, si c'est un morceau qui fait une demi-page, on peut plus facilement voir l'ensemble. Mais même là, il y a peut-être une mesure qui nous pose particulièrement problème. On veut vraiment tout de suite aller vers les endroits qui posent problème, mais peut-être que le début est très facile, alors qu'après on passe par des choses beaucoup plus délicates, et là, finalement, on peut pas se permettre de pas le travailler davantage. Parce que ce qu'on veut, c'est que tout le morceau soit au même niveau. Et donc si c'est des choses beaucoup plus simples, on va pas y passer autant de temps que si c'est des choses beaucoup plus complexes, pour que tout monte. On ne veut pas juste travailler le début et négliger le milieu, ou négliger la fin. Et on ne veut pas non plus travailler la fin et négliger le début. Il faut aussi prendre en compte le paramètre fatigue. À la fin d'un morceau, on est plus fatigué qu'au début, surtout si c'est quelque chose de long. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu les bouchées doubles à la fin, même si c'est pas plus difficile que le début, parce qu'on prend en compte justement ce paramètre fatigue, où on aura enchaîné toutes ces pages avant d'arriver à ce passage-là. Et donc il faut travailler ces parties séparément. Encore une fois, si c'est très long, c'est encore plus important que si c'est court, mais même si c'est court, on peut vraiment isoler une mesure ou un passage, focaliser là-dessus, pour ne pas toujours tout travailler, parce que c'est vraiment important de faire en sorte que tout soit au même niveau, comme on le disait. Et une autre chose, c'est qu'il faut vraiment pas trop rester sur un même passage, parce que sinon, à force, c'est un peu comme si on respire un parfum. Au début, on le sent, et puis après, au bout de quelques temps, on finit par ne plus y être sensible, parce qu'on y a trop été confronté. Là, c'est pareil, si on enchaîne un passage difficile, finalement on va commencer à perdre notre discernement et notre fraîcheur d'esprit, alors que si on se dit bon, je l'ai regardé un petit peu 5-10 minutes, demain on y reviendra. Et là on passe à un autre passage, même s'il n'est pas encore au point clairement, mais on va passer une autre page, ou un autre passage du morceau, pour vraiment garder notre fraîcheur d'esprit. On a pas mal de défis à la suite, donc on peut se dire bon, on va le travailler lentement. Pour les changements de cordes et toutes ces choses qui sont rapides, pour être à l'heure. Donc on peut faire lentement pour vraiment sentir ce transfert du poids. C'est un passage qui est délicat, donc je vais y passer un peu plus de temps. Et ensuite on le remet dans le contexte. Ce qui pose problème, c'est cette sixte. On voit que c'est le changement de corde qui pose problème. Et le fait que le deuxième doigt, il faut le lever, on ne peut pas anticiper la pose du doigt. Si c'était un seul bécard, on est prêt, mais avec un seul dièse, il faut changer. C'est ça qui nous fait un trou dans la phrase qu'on veut pas. Et donc c'est à nous d'anticiper ça. Ce qui nous amène au troisième conseil, qui est qu'il faut vraiment avoir un programme précis avant de commencer chaque session de travail. Parce que sinon, on ne sait pas trop vers quoi. On a pas mal de croix, mais si c'est encore une fois, si c'est quelque chose de long, on va peut-être pas avoir le temps de voir toutes ces croix. Aujourd'hui, j'ai vu celle-ci, celle-ci, celle-ci. Demain, je verrai celle-là. Ou bien je reverrai celle-ci parce que ça marche pas du tout. C'est sur celui-là qu'il faut que je focalise. Et ça, il faut le savoir à l'avance, parce que sinon, on va avoir un petit peu tout dans l'ordre, et finalement, on verra toujours les premières, deuxième, troisième croix, mais on verra pas la cinquième, sixième. C'est important de pas toujours commencer par le début. Se dire, bon, aujourd'hui, je vais focaliser sur telle page. Mais même si c'est un petit morceau, on peut se dire, je vais focaliser sur la fin, seulement.
et donc on va pas revoir le début encore une fois. Donc il faut pas toujours prendre dans l'ordre. Des fois ça fait du bien de commencer par la fin et de remonter jusqu'au début. Ainsi, on se pousse à voir les choses sous un différent angle à chaque session sans tomber dans une routine qui nous empêcherait de vraiment comprendre nos actions. D'ailleurs, à propos d'actions concrètes à mettre en place, j'ai créé une checklist pour la posture avec toutes les choses qu'il ne faut pas oublier de vérifier avant de jouer. C'est le premier lien sous cette vidéo dans la description. On conseille parfois de jouer sans le rythme et sans les coups d'archet pour vraiment voir chaque note. Mais pour moi, c'est un peu comme faire des gammes et des arpèges, qui sont déjà présents dans les partitions, donc c'est un peu une perte de temps, et il vaut mieux directement aller au répertoire, et surtout ne pas sortir les notes du contexte, parce que sinon on travaille deux fois les mêmes choses. C'est important de ne pas oublier la mélodie rythmique, en même temps que la mélodie harmonique, et donc travailler juste l'un au détriment de l'autre, pour moi c'est pas une bonne idée, parce que si on fait d'une note à note, il n'y a plus aucun sens. Et donc finalement on déconstruit plutôt que construire. On peut d'ailleurs faire l'archer tout seul. Donc là il faut vraiment prendre le temps de faire lentement pour comprendre cette équation rythmique et ces notes. Ce qui nous conduit au quatrième conseil qui est d'isoler les difficultés. Parce que, comme on vient de le voir, une fois qu'on a cerné pourquoi c'est difficile, donc là il faut trouver la bonne articulation et pas... Parce qu'il y a des points. Et là c'est pareil, il faut vraiment trouver les bons appuis. D'avoir un appui mentalement, ça nous donne une espèce d'ancrage. Et donc si on joue plus vite, comme c'est indiqué, le tempo... Et après, c'est lié. Et le fait d'isoler ces difficultés va nous permettre de trouver notre confort. C'est qui a composé ce truc bizarre? Donc là c'est clairement pas très confortable. On conseille souvent de jouer avec métronome, mais pour moi, ça nuit à notre pulsation intérieure, à notre ressenti de pulsation intérieure. Ce serait un peu comme travailler en ayant notre accordeur qui nous dit si chaque note est trop haute ou trop basse. Ok. Donc, clairement, c'est contre-productif. Et là, c'est pareil pour le métronome, finalement. On veut travailler notre ressenti. On veut travailler notre pulsation intérieure. Et ça, on ne réussira pas à le travailler si on travaille avec une source extérieure qui nous indique mentalement. Et donc, c'est plus quelque chose qu'on ressent dans notre chair, c'est quelque chose qu'on pense. Et donc, c'est quelque chose qui ne tiendra pas. Le lendemain, il faudra tout recommencer. C'est pareil pour la justesse, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut entendre. Donc, si on n'est plus dans notre ressenti, si on n'est plus dans l'écoute, ou en tout cas moins, je pense que ces outils sont très utiles pour vérifier, après coup, si on n'a pas accéléré, si on n'a pas ralenti. Mais c'est vraiment important de trouver notre pulsation. Sans être avec ta. Et en plus, c'est quelque chose qui nous pousse à être vertical. Alors que c'est pas ce qu'on veut. En nous, on ressent un. C'est vraiment ça qu'on veut garder, plus ou moins vite. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de commencer lentement. Pour être à l'aise avec notre doigté. Et si on n'est pas à l'aise, eh ben on se dit bon, c'est peut-être pas le bon doigté. On va peut-être essayer de monter plus tôt, on va peut-être essayer de rester en bas, on va peut-être essayer d'utiliser les cordes à vide, je sais pas, selon le passage. Mais c'est vraiment bien de trouver ce confort dans nos muscles, une mémoire musculaire, réussir à ressentir les gestes. Parce que si on a une approche trop cérébrale et qu'il y a un enjeu, on perd nos moyens. Et même s'il y aura de toute façon un enjeu et une pression, de réussir à résister à ça. C'est un peu comme s'il y a une tempête à l'extérieur. Si on a construit une maison trop fragile, sans des fondations stables, donc cette mémoire musculaire en l'occurrence, c'est pas juste notre mental qui dit troisième doigt, premier doigt, changement de corde, double croche, non. C'est aussi quelque chose qu'on a ressenti en nous. Donc quand on a un blanc ou quand on a une pression ou quand on a quelque chose qui bloque un peu, ce qui arrive à tout le monde, et ben il faut qu'on ait ce soutien de notre mémoire musculaire pour justement contrer et faire en sorte qu'on ne s'arrête pas de jouer, qu'on ne soit pas paralysé face à un passage délicat une fois qu'on est sur scène. Ce qui nous amène au dernier point, qui est qu'il ne faut pas oublier de jouer en public. Pas besoin que ce soit des choses très longues ni très difficiles, c'est vraiment important pour se confronter à la réalité, parce que chez soi, tout seul, souvent on se dit oh ça marche pas trop mal, et une fois qu'on est devant un public, qu'il y a une pression et qu'il faut qu'on enchaîne tout de bout en bout, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on s'est un peu menti à soi-même et que ça marche pas si bien que ça. Il faut être confronté à la réalité pour savoir vraiment ce qui tient et ce qui tient pas. Encore une fois, on parlait de l'orage, et c'est à ce moment-là qu'on va savoir si la fondation elle tient. Tant que tout va bien, mais on sait que c'est pas toujours le cas. Des fois on est fatigué, des fois on est stressé, on a juste mal au dos, je sais pas, des choses, on est juste pas dedans psychologiquement. Et c'est facile de se laisser complètement déstabiliser et une fois qu'on est rentré dans
cycle infernal de se sentir mal et de commencer à se stresser, avoir un son qui va de moins en moins bien et on commence à avoir des doutes sur notre mémoire, ça nous rajoute des blocages. Donc si on veut éviter ça, c'est vraiment important de réussir à donc, travailler comme on le disait avec toutes ces étapes et surtout de se confronter pour savoir comment on réagit parce que c'est quand même un bateau qui quitte jamais le port, il est beaucoup plus en sécurité mais en même temps c'est pas fait pour rester au port, c'est fait pour partir et affronter les tempêtes. C'est là qu'on sait que le bateau tient un coup et qu'on va en recréer d'autres de ce gabarit-là. Parce que sinon, le bateau il est très joli dans un musée, mais une fois qu'on part en mer, c'est là qu'on se rend compte que la moindre vague, ça fait qu'il tombe, il chavire, et c'est pareil pour notre jeu. Une fois qu'on est dans une tempête, c'est là qu'on voit vraiment ce qu'on vaut, et on revient à notre travail en se disant, bon, alors ça marche pas du tout, ou bien ça marche bien, mais attention, des passages rapides, ça marche plus du tout, je perds le tempo, on sait un peu où est-ce qu'on en est parce qu'on l'a vécu. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous ont aidé, et que vous allez mettre bien tout ça en pratique, et je vous souhaite plein de progrès.